il y a eu une véritable mutation dans la pratique de la médecine hospitalière, celle que j'ai vécue, entre ce qui se faisait, je dirais, jusqu'à la fin des années 50, et puis ce qui s'est fait ensuite. C'était l'époque d'une médecine vraiment scientifique et en même temps d'une médecine impuissante. Impuissante. Et là, il y a eu une véritable révolution. C'est pas la loi Debré qui a créé cette révolution. C'est pas mai 68, c'est rien. C'est plutôt un moment historique. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce moment historique, moi, dans mon service, mais je pense que la totalité de la paix de l'assistance publique et des hôpitaux hospitaliers universitaires de ce début des années 60 l'a vécu de plein pied et l'a accompagné. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, ça veut dire que petit à petit, on en sait un peu plus sur le plan biologique, on fait des essais cliniques et on devient de plus en plus efficace dans le traitement de ces maladies. Et avec des progrès qui se mesuraient, je dirais, pas chaque jour, mais d'une année sur l'autre. On a commencé par guérir la maladie de Hodgkin. On a ensuite guéri la leucémie aiguë lymphoblastique de l'enfant. On a commencé à avoir des résultats, c'est-à-dire au moins des rémissions dans les leucémies aiguës de l'adulte. Vous voyez, donc il y a eu tout cela qui s'est mis en place progressivement à partir des années 60 et qui s'est poursuivi en ce qui me concerne tout au long de ma carrière. Fin des années 60, il y a chez moi et chez un certain nombre d'autres médecins et d'autres soignants une prise de conscience. Une prise de conscience d'abord de l'existence de l'autre comme autre, du malade comme personne. Du malade qui n'est pas simplement le porteur de sa maladie, l'instrument permettant de faire des diagnostics et de faire des progrès médicaux et scientifiques, mais de l'autre avec toute sa dimension, ses dimensions. Et puis, prise de conscience aussi de ce qui se trame, si je peux utiliser ce mot, au sein d'une équipe hospitalière, avec des gens très divers, de métiers différents, de compétences différentes. Et donc, j'ai instauré des réunions d'équipe soignante une fois par semaine. Dans la salle dont j'étais assistant, donc j'étais responsable d'une salle. Dans cette salle, une fois par semaine, la totalité du personnel, tout grade et toute profession confondue, se réunissait pour parler, bien sûr un peu de la marge du service, mais surtout des malades, de ce qu'ils vivaient avec les malades. Et le fait de pouvoir en parler en commun permettait de mieux gérer justement ces émotions. Et de mieux être à même d'aider aussi les malades et leurs proches dans leur vécu de ces maladies graves. Alors, ces réunions d'équipe soignante, ensuite, on s'est dit, ça tourne beaucoup autour du psy, donc on s'est doté de psychologues, on a demandé à des psychologues de les animer, ça s'est appelé donc par la suite des groupes de parole, ça s'est beaucoup institutionnalisé dans les hôpitaux. Les pas supplémentaires, c'est une prise de conscience justement de l'importance des facteurs psychologiques et sociaux dans des maladies purement somatiques. La leucémie, il n'y a rien de plus somatique qu'une leucémie, un dérèglement cellulaire, les cellules anormales, on les voit au microscope. C'est une très bonne façon d'ailleurs de prendre du recul par rapport aux malades. On voit un malade et puis pour faire le diagnostic, on va au labo et on regarde ces cellules au microscope. Il n'y a plus le malade, il n'y a plus le visage du malade. On voit de belles cellules, tordues, monstrueuses, c'est des cellules cancéreuses, leucémiques, mais le malade est oublié. Donc, prise de conscience du fait que les autres dimensions psychologiques, sociales, spirituelles éventuellement sont présentes dans la maladie
et qu'elles ne sont pas suffisamment prises en compte par la médecine scientifique. Alors ça m'a amené à me rapprocher de groupes nationaux ou internationaux qu'on appelait des groupes de psycho-oncologie, vous voyez, c'est-à-dire les aspects psychologiques du cancer. Ça m'a amené à m'intéresser à la qualité de vie des malades atteints de cancer. L'objectif thérapeutique numéro 1, et qui reste encore l'objectif principal quand on traite ce genre de maladie, c'est la durée de vie. C'est la durée de la survie apportée par tel ou tel traitement. Et là, la dimension un peu perpendiculaire à cela, c'est de dire il n'y a pas que la durée de vie, il faut aussi s'intéresser à la qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est quelque chose de très compliqué, avec justement des dimensions physiques, psychologiques, sociales, spirituelles, etc. Et donc, je suis entré dans un groupe européen d'études de la qualité de vie des malades atteints de cancer. On avait des réunions, des congrès, deux fois par an. Au cours d'un de ces congrès en Grande-Bretagne, l'un d'entre nous a dit « Tiens, on est à Birmingham, ce serait bien de visiter un hospice ». On était dans les années 80, au début des années 80. Je ne savais pas grand-chose sur les hospices. Et c'est au cours de cette visite que j'ai découvert que la médecine palliative pouvait apporter un modèle tout à fait différent de ce qu'était notre médecine scientifique, où il fallait, dans toutes circonstances, obtenir un diagnostic scientifique et technique et biologique à tous les coups et proposer des traitements. Là, c'était plutôt dans le calme, si possible dans la sérénité, se préoccuper essentiellement de la qualité de fin de vie de gens dont on savait que de toute façon ils allaient mourir. Donc, un modèle, c'est le mouvement des hospices britanniques, un modèle de médecine qui était et qui, je crois, est toujours subversif par rapport à la médecine scientifique telle qu'on la pratique, telle qu'on l'a pratiquée et qu'on continue à la pratiquer. Donc, à l'époque, on était quelques-uns. Michel Salamagne, dont vous avez sûrement entendu parler, puisque c'est elle qui a créé l'unité de soins palliatifs de Paul Brousse. Il y avait le père Verspiren, il y avait René Baclanoë, toujours l'unité de Paul Brousse, Emmanuel Hirsch, il y avait des journalistes, il y avait des philosophes. On a créé quelque chose d'assez unique dans les hôpitaux à l'époque. Ça s'est passé dans mon service en de 1984 à 86, pendant 3 ans. On avait 1 à 2 fois par mois une réunion multidisciplinaire au sens le plus large qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que ce n'était pas que des médecins ou des infirmières, ils étaient plutôt minoritaires. Il y avait des sociologues, des psychologues, des philosophes, tout ce que vous pouvez imaginer comme... Il y a eu, si vous voulez, il y a eu, à cette époque, s'articulant sur les hôpitaux, et les hôpitaux ont été un lieu privilégié. Pour cela, il y a eu un vrai débat d'idées sur la finalité des soins. Vous voyez, et ça a été très important. Et c'est vers la fin de cette période de 3 ans de débat de ce groupe que s'est constituée au ministère la commission Larocque. C'est Geneviève Larocque qui avait été chargée par je ne sais plus quel ministre, et d'ailleurs c'est intéressant parce que toute cette commission Larocque et ses conclusions ont fonctionné avec différents ministères qui se sont succédés et qui ont tous très bien fonctionné en accord les uns avec les autres, malgré leurs divergences. Il y avait des ministères de gauche, d'autres de droite, mais ça a très bien fonctionné. Et donc, j'ai, avec d'autres, dont certains membres de notre groupe, participé aux délibérations, aux réflexions de cette commission Larocque,
qui aboutit à la première circulaire sur les soins palliatifs qui est de, je crois, d'août 86. Lorsque, suite à la circulaire de 86, l'assistance publique s'est demandé ce qu'elle pouvait faire pour suivre les recommandations de cette commission, à savoir créer des structures de soins palliatifs, les unes fixes avec lit et les autres mobiles sur un modèle que j'avais défendu. Et donc, la direction de la paix a décidé en 88 de lancer, de créer des structures. Et j'ai été chargé de créer la première structure équipe mobile de soins palliatifs, qui a été la première structure de ce type en France, que j'ai appelé le centre de soins palliatifs, qui a été un véritable creuset parce que, bon, énormément de médecins ont été formés. Cette structure n'a pas fait que des soins, elle a fait beaucoup de formations. Et ça a été vraiment une pépinière de gens qui sont maintenant des soignants soins palliatifs, un peu partout en France.